Des liens encore plus étroits entre Ouagadougou et Yamoussoukro, la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération s'est tenue entre les deux pays. Existe une vingtaine de nouveaux accords avec en vue booster le processus d'intégration entamé. Contre la menace de l'insécurité alimentaire, un plan de riposte est sur pied. Il vise la mise à disposition de céréales à la plus grande majorité des producteurs. Des semences à prix réduit seront proposées aux plus vulnérables. Les policiers de la commune de Ouagadougou rencontrent le ministre de tutelle au centre des échanges. Des doléances pour la prise en compte de certaines de leurs préoccupations spécifiques à la loi 27 relative à la fonction publique territoriale. Et puis, il y a de la grogne à l'université de Ouagadougou. Les étudiants sont dans la rue. Et pour en parler, nous recevons le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. J'ai donc nommé le docteur André Batiana. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Et puis, le 20h qui est légèrement décalé, vous l'aurez remarqué à cause donc du match que certains d'entre vous ont pu suivre sur notre petit écran. Demi-finale de la Coupe du Faso, Asfa Yenenga contre EFO. 1-0 en faveur de l'Asfa Yenenga. Pour continuer les échos des audiences à la présidence du Faso, le président Compaoré a reçu l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil. En fin de mission au Burkina, le diplomate est allé faire ses adieux au président du Faso. À sa sortie d'audience, le diplomate parle au micro de Karim Patrick Namouanou. On a un projet très important qui est le renforcement de la production laitière au Burkina Faso. On travaille avec l'Embrapa, c'est l'entreprise brésilienne d'agriculture. Et on a aussi une coopération au niveau du ministère de la Santé avec le Laboratoire national de santé publique pour la vigilance sanitaire. Nous avions déjà un projet de coopération sur le sida depuis 2003, mais comme il n'y avait pas d'ambassade, c'était un peu difficile de cibler exactement les propos. Alors, j'ai toujours insisté, depuis que je suis là, de pouvoir élargir cette coopération et la faire approfondir. Et nous avons, depuis 2009-2010, un projet qui est très important, qui s'appelle le Coton 4. On voulait que l'Afrique puisse bénéficier des technologies que nous avons eues au Brésil et d'une façon complètement gratuite. Et toute la technologie de production du coton est disponible pour ces pays comme un geste de la coopération solidaire Sud-Sud. Un autre axe de coopération qui se porte très bien aussi, c'est bien celui Ouagadougou-Yamoussoukro, la troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire s'est achevée hier dans la capitale politique ivoirienne. La rencontre a vu la signature d'une vingtaine d'accords pour accélérer le processus d'intégration sous-régionale entre les deux pays. Retour sur l'événement avec nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Fousseni Kindo. Des signatures qui consacrent les accords et engagements entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, ainsi que leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, matérialisent ici la volonté des deux pays à conduire une coopération sous-régionale exemplaire. Et des grandes décisions de ce sommet, on retiendra la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières des deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des 18 accords que nous venons de signer, contribueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine, et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Pour rester dans ce chapitre du satisfecit, le président ivoirien Alassane Ouattara mentionne les accords signés sur la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l'emploi, la jeunesse. Les avancées notables que nos deux pays ont pu effectuer, notamment dans la réalisation des projets d'investissement prioritaires, nous permettent de sceller définitivement
nos ambitions communes est de tendre vers l'intensification de nos échanges. Ce sommet est par conséquent un témoignage éloquent du niveau de santé et de prospective de notre coopération. En attendant la mise en route effective de ces accords dont le calendrier est déjà connu pour certains, les présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré ont pour terminer animé une conférence de presse. Les questions sur les coûts des projets annoncés, l'élection présidentielle au Mali, les récentes manifestations au Burkina Faso et la libre circulation des personnes et des biens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont servi de plat central des échanges avec les journalistes. Avant la rencontre au sommet avec les chefs d'État que vous venez de suivre, les premiers ministres burkinabés et ivoiriens ont tenu leur conseil. C'est une rencontre préparatoire qui devait valider les résultats des travaux des experts et des ministres des Affaires étrangères des deux pays, des travaux qui ont essentiellement porté sur les différents domaines de coopération à mettre en œuvre entre les deux diplomaties. Nos envoyés spéciaux reviennent sur cette importante rencontre, Alidou Badini et Lazare Pouya. Avant le sommet des chefs d'État, Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, les deux chefs de gouvernement du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire et leur gouvernement ont tenu leur conseil. Un conseil au cours duquel Daniel Kamlan Dankan et Béon-Luc Adol Tiao ont passé en revue le chemin parcouru après Ouagadougou en 2011 et validé les résultats des travaux des experts et des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux premiers ministres ont également échangé et travaillé à consolider les relations entre les deux pays. La tenue de ce conseil de gouvernement conjoint revêt pour nous une signification particulière. Elle intervient en effet dans un contexte où nous sommes invités à mettre tout à l'heure renforcer les liens séculaires de fraternité et de solidarité qui existent heureusement entre nos deux pays frères, ainsi qu'entre nos deux peuples, unis par l'histoire, la culture et la géographie. Dans cette perspective, la grande vision de nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso, et Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est de consolider nos relations bilatérales déjà existantes, déjà excellentes, pour le progrès et le bien-être de nos peuples respectifs. Au cours de leurs travaux, les deux délégations se sont penchées sur l'état des lieux de la mise en œuvre des trois grandes décisions de la deuxième conférence tenue en 2011, à savoir la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son extension à Tambao et la question énergétique et minière. Toutes choses qui montrent que le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en marche. Le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, il faut le dire, est un instrument unique et original qui doit nous conforter dans notre vision commune de donner aux relations séculaires et historiques à nos deux pays un enracinement solide et durable à la mesure des aspirations des peuples ivoiriens et burkinabés. En effet, le contexte régional et mondial actuel, marqué par des crises sociopolitiques, économiques, financières et environnementales, justifie plus que jamais le choix opéré par nos deux pays de privilégier une approche globale et intégrée de développement ayant une solide fondation socioculturelle et accordant une place de choix à la concertation des langues. Ce conseil des deux chefs de gouvernement a permis de préparer les grands dossiers, notamment les protocoles d'accord en vue de soumettre au chef d'État burkinabé Blaise Compaoré et ivoirien Alassane Ouattara lors de ce troisième sommet pour signature. Voilà donc pour la rencontre préparatoire du sommet Burkina-Côte d'Ivoire qui s'est achevée hier à Yamoussoukro. En marge de la rencontre, le président du Faso a donné un point de presse. Blaise Compaoré s'est prononcé sur les relations entre les deux pays et pour la première fois, il apprécie les manifestations autour de la mise en place du Sénat. Je vous propose d'écouter le président du Faso au micro de Oumarou Zungrana et Fousseni Kindo. Sur la question du Sénat, ce qu'il faut comprendre, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde nouveau. C'est-à-dire c'est un monde de liberté et de droit. Et toutes nos sociétés, nos États, le plus souvent sont encadrés
par des constitutions. Et en tant que chef d'État, nous avons bien sûr un devoir, c'est de veiller avant tout au respect de la constitution du Burkina Faso, pour ce qui me concerne. Alors, et lorsque l'on parle du Sénat, il s'agit d'une démarche qui est partie, bien sûr, d'une annonce faite par moi, de la prise en compte de la création de ce Sénat dans mon programme politique pour le quinquennat de 2010 à 2015. Il s'agit ensuite que c'est à la suite d'un forum que j'ai organisé en 2011 avec toutes les forces politiques qui en majorité étaient là, avec la société civile, avec les communautés religieuses, coutumières, qui ont donc participé à ce forum sur des réformes de notre Constitution. Et j'avais bien sûr annoncé que ce qui ne serait pas consensuel de ce forum ne serait pas pris en compte. Il s'est trouvé que la création du Sénat a reçu le consensus de ce forum. L'Assemblée, en juin 2012, pas maintenant, a voté l'inscription donc du Sénat dans la Constitution du Burkina. Donc, je suis là pour appliquer la Constitution du Burkina. Donc, le Sénat va être mis en place et c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, donc, je pense qu'il faut comprendre que notre souci n'était pas de créer une institution en plus. Mais nos pays ont besoin de participation, de contribution, d'ouvrir les possibilités d'idées pour faire la loi. Voilà, des précisions donc qui referment cette page du sommet Burkina-Côte d'Ivoire. Et puis, je vous l'annonçais en titre, nous recevons pour vous le directeur général du Centre national des œuvres universitaires, c'est nous donc, le docteur André Batiana. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous donner plus de précisions sur la situation qui prévaut actuellement à l'université de Ouagadougou. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions? Alors, madame, depuis ce matin, les étudiants de l'université de Ouagadougou sont sortis de leur cité et ont pris en otage tout véhicule de fond rouge et même de fond bleu et certains véhicules d'ailleurs que nous déplorons, les véhicules de fond vert, c'est-à-dire des diplomates qu'ils ont amenés dans leur cité. C'est le constat que nous avons fait. Parce que, je dis c'est un constat parce que les étudiants, à aucun moment, n'ont fait une démarche pour approcher la direction générale que je représente ou toute autre autorité administrative ou pédagogique pour poser leurs problèmes. Ce qui veut dire que vous n'avez rien vu venir. On n'a rien vu venir. Alors, il a fallu que ce soit moi qui demande à les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils revendiquent, quelles sont les raisons de ce comportement. Et c'est en ce moment que vers 11h, les délégués des cités, puisque ça se passait dans les cités, que les délégués des cités m'ont rejoint. Et c'est là que je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que les étudiants revendiquent, ou en tout cas posent comme problème, c'est que les universités ont terminé leur programme. Et donc, les vacances universitaires démarrent du 1er août au 30 septembre. Les cours ne reprendront qu'au mois d'octobre. Alors, les étudiants demandent et souhaitent que les œuvres universitaires, c'est-à-dire la restauration en particulier et l'hébergement, puissent être maintenues pendant la durée des vacances. Et pour quelle raison? Pour eux, c'est parce que, j'imagine que ces étudiants, comme les 2 années qui se sont écoulées, ont vu la restauration et l'hébergement se poursuivre pendant cette période. Les 2 dernières années. Les 2 dernières années. Oui. Mais en fait, il faut ramener les choses à leur juste dimension. C'est parce qu'il y a eu des perturbations au cours des 2 dernières années que
les autorités académiques, c'est-à-dire les présidents des différentes universités. Et même cette année aussi, il y a eu des perturbations. Il y a eu des perturbations, mais l'année s'est relativement bien déroulée. Et donc, en fait, cette année, on est revenu à un système qui se veut normal. Et donc, les 2 dernières années, il y a eu une démarche qui a été entreprise auprès du gouvernement par les autorités administratives pour solliciter qu'on puisse proroger l'activité académique en vue de rattraper, tenter de rattraper les retards. Qui ont donc, naturellement, les œuvres sociales, les œuvres universitaires sont là pour accompagner les activités académiques. Donc, de fait, la restauration et l'hébergement ont été maintenus pour permettre que les cours que l'étudiant devrait continuer à suivre puissent se faire. Et donc, en fait, ce n'était pas une situation normale. Cette année, les universités sont en train de revenir à un système normal. Est-ce que là, vous êtes à un système normal? Nous sommes à un système normal. Parce que des efforts ont été faits. Et donc, on va arrêter, les cours sont arrêtés aujourd'hui, 31 juillet, et ne reprendront seulement que le 1er octobre. Donc, les étudiants ont leurs 2 mois de vacances, et comme les enseignants ont leurs 2 mois de vacances. Donc, c'est dans le même esprit que les œuvres universitaires qui sont faites pour accompagner l'activité académique s'arrêtent tout naturellement. Il faut signaler que ce n'est pas... Le Burkina n'invente pas ça. C'est dans tous les pays, c'est dans toutes les universités que ça fonctionne comme ça. Maintenant, ce que je déplore, c'est que les étudiants, même s'ils souhaitaient qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse autoriser exceptionnellement un accompagnement sous forme de restauration pendant les vacances, ils auraient dû faire la démarche. Donc, à aucun moment, vous n'avez été informé de la volonté des étudiants à bénéficier, par exemple, de ces œuvres, même si... À aucun moment, je l'ai dit, à aucun moment, ils m'ont approché. Je dis bien, aucune autre autorité, d'ailleurs, pour poser ce problème. Et dans ce qui se passe, c'est qu'en fait, les étudiants ne sont pas en train de négocier, puisque c'est un bras de fer. Ils ont pris ces véhicules, des véhicules de l'État, les véhicules également de particuliers et de partenaires, juste pour obliger les autorités à leur servir une restauration et de maintenir les cités universitaires ouvertes pendant les vacances. Il faut dire que la situation normale, c'est que pendant les vacances, la restauration s'arrête naturellement et les cités également, parce que c'est l'occasion, c'est le seul moment où le CNU a pour réfectionner les cités, réparer tout ce qui ne va pas, désinfecter, etc., pour qu'à la rentrée, les choses se repassent, les étudiants sont réadmis dans des conditions sanitaires relativement acceptables. Là, c'est une situation exceptionnelle, puisque les étudiants opposent un bras de fer avec vous, qui êtes les premiers responsables de l'université. Qu'est-ce que vous envisagez comme solution d'urgence, finalement? Disons que comme solution d'urgence, nous disons aux étudiants que comme ils n'ont pas été prévenus, parce que les cours ne peuvent pas s'arrêter le 31 juillet, aujourd'hui, et puis demain, immédiatement, que l'étudiant soit parti ou que l'étudiant ne puisse pas manger. C'est pourquoi nous prévoyons que la restauration et les cités vont continuer normalement jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 4, le temps que les étudiants puissent s'organiser, qui pour partir, qui pour trouver comment il va manger. Je signale. Est-ce que vous avez fait cette proposition aux représentants des étudiants que vous avez rencontrés à 11h quand vous évoquiez? Non, à 11h, ils sont venus. Moi, je voulais les entendre. Et ensuite, avec ce qu'ils m'ont dit, je me suis rendu au cabinet du ministre où il y avait un conseil du ministre qui avait été convoqué à cet effet. Où la situation a été analysée. Et c'est le résultat de ces analyses que j'ai ramené dans l'après-midi pour rencontrer les délégués des étudiants pour leur dire voici la situation. Mais cela n'est possible. Même cette proposition que nous faisons de proroger la restauration jusqu'au 4 août ne sera possible que si les étudiants montrent une bonne foi, c'est-à-dire qu'ils libèrent les véhicules qu'ils ont pris en otage, parce qu'ils sont en train de bloquer le fonctionnement d'un certain nombre de services. Beaucoup de gens partaient en mission et ces gens se sont retrouvés prisonniers à la cité de Kosodo,
Parce qu'au total, il y a une 50aine de véhicules qui ont été appréhendés. Alors, donc, il y a cela. Donc, voici le problème qui est posé. Moi, je dis, ce que je souhaite, c'est que les étudiants comprennent que la négociation peut se poursuivre. Mais comment est-ce que vous allez faire entendre ce message-là aux étudiants? Est-ce que vous avez déjà tenté, je ne sais pas, de rencontrer les étudiants pour en parler? Ou qu'est-ce qui est prévu dans les jours à venir, justement, dans le sens de sortie de crise, on va dire? Non, ce qui est prévu, c'est de continuer à discuter avec les étudiants. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que toute discussion n'est possible que si les étudiants consentent à discuter, c'est-à-dire à ne pas faire de bras de fer. C'est de libérer les véhicules et de venir ensuite s'asseoir à une table pour essayer de poser le problème. Ce que je voulais ajouter... Est-ce que vous les avez invités à cette discussion dont vous parlez? Oui. Et est-ce que vous avez une date, quelque chose de prévu? Non, il n'y a pas de date parce que tous les jours, nous, au niveau du CENU, le CENU est un service, c'est un instrument au service des étudiants. Donc, nous sommes là uniquement pour les œuvres universitaires. Donc, demain matin, à n'importe quelle heure qu'ils veulent, les étudiants viennent nous voir et nous discutons. Ce que je voulais dire, c'est que le CENU, quand même, s'occupe des œuvres sociales. Disons que s'il y avait des étudiants qui avaient des situations particulières, qui sont difficiles, le CENU, quand même, peut analyser ces situations et, comme par exemple à Koudougou ou à Bobo, c'est le même pays, c'est la même université. Mais on n'assiste pas à ces mouvements-là. Parce que, bon, on comprend que, même s'il faut le faire, on doit le faire de façon citoyenne. Et donc, en fait, s'il y avait des situations qui étaient difficiles, que ces gens nous approchent pour que nous étudions dans quelle mesure des étudiants, ne sachant pas où loger, peuvent trouver une situation où le CENU va prendre des décisions pour pouvoir les loger quelque part. Voilà, donc ça, je veux dire, tout se négocie. Mais le bras de fer ne peut pas permettre de résoudre les problèmes. Donc là, vous appelez à la négociation, à la discussion avec les étudiants. Dans les prochains jours, est-ce que vous avez un calendrier ou est-ce que vous avez quelque chose en vue pour rencontrer les étudiants? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Non, disons que j'ai pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de calendrier. Le calendrier, c'est les étudiants, c'est quand ils veulent. C'est quand ils veulent. Je veux dire, dès demain matin... Les étudiants veulent vous rencontrer, ils peuvent venir vous voir et puis vous régler la situation. Je règle la situation. Disons, je discute avec eux parce que ce n'est pas... Je vous ai dit que le CENU est un instrument. C'est pas, le CENU ne prend pas toutes les décisions, mais au moins, le CENU sait à qui porter les informations pour qu'une décision puisse être prise. C'est dans ce sens-là. Donc, nous sommes disposés à les recevoir à tout moment, pour qu'on puisse discuter avec eux, qu'on entende leur doléances et que nous puissions ensuite porter ça à qui de droit pour que des solutions puissent être trouvées. Donc les étudiants peuvent se rassurer de ce côté, le CENU ne dérogera pas à son devoir. Ce sera votre dernier mot, docteur? Oui, c'est mon dernier mot. Je leur dis, les étudiants, bon, de commencer par libérer les véhicules qu'ils ont pris parce que le bras de fer va appeler une action qu'eux-mêmes ils peuvent regretter. Parce que des véhicules, il faut assurer. Et bon, je ne suis pas sûr qu'ils puissent garantir la sécurité de ce véhicule. Puisque je profite pour dire que, entre eux, ce matin, nous avons déploré l'incendie du délégué de la cité de Kosodo. Sa chambre a été incendiée. Elle a complètement cramé. Il avait ses diplômes là-dedans et tout a cramé. Et par qui? Ben, ça, on ne le sait pas. Nous avons invité la police à venir faire le constat pour qu'une enquête soit menée. Parce que, bon, c'est pour dire que ce sont des comportements qui ne sont pas de nature à honorer d'abord l'étudiant burkinabé et ensuite même à honorer le Burkina Faso d'une façon générale. Donc, je les invite à plus de retenue et à poser des actions qui puissent permettre que tout ce qu'ils vont demander puisse être pris au sérieux. Voilà. Amis téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous le docteur André Batiana, c'est le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, à propos donc de la situation qui sévit actuellement à l'université de Ouagadougou. Merci d'être venu encore une fois de plus, docteur. Et puis, la suite du journal, ambiance d'adieu dans les locaux de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Royaume de Belgique auprès du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec résidence à Ouagadougou, est en fin de mission. Après 4 années de service, le diplomate belge est allé dire au revoir au président
Sungalo Ouattara, Adrien Théâtre parle au micro de Sougrinoma Ibrahim Guigma. J'ai rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale parce que j'arrive tout doucement au terme de ma mission ici au Burkina Faso. Discuter entre personnes qui s'intéressent au Burkina et qui veulent le bien du Burkina et le bien des relations entre la Belgique et le Burkina. Nous allons renforcer cet axe en menant quelques actions, aussi bien ici au Burkina qu'en Belgique, pour revitaliser et donner un nouveau souffle au groupe d'amitié belgo-burkinabé concernant les parlementaires. Restons avec le législatif. Le Burkina, pour la stabilisation du Mali, aux côtés de ses pairs de la communauté internationale, réunis en session extraordinaire, les députés ont autorisé hier l'envoi d'un contingent militaire de 990 hommes au Mali. Cette mission, la MINUSMA, vient supplier la MISMA, une première mission à laquelle participaient déjà des militaires burkinabés sous contrôle africain. Le compte rendu de la session avec Anatole Nakoulma et Sylvain Vebamba. Disposant déjà d'un bataillon de 660 hommes sur le terrain dans le cadre de la MISMA qui était sous contrôle africain, il s'agira pour le Burkina de le compléter avec un effectif de 190 hommes puis de déployer l'unité de police constituée de 140 gendarmes. C'est la transformation de la MISMA en MINUSMA et il était du devoir du gouvernement de solliciter l'autorisation de l'Assemblée nationale pour compléter les forces qui sont déjà sur le terrain afin de constituer donc un bataillon de 850 hommes, c'est-à-dire aux normes donc de l'ONU et pour poursuivre la mission qui, comme vous le savez, se déroule très bien sur le terrain. Avec un contingent de 990 hommes, notre pays dispose, à l'instar de 33 autres États contributeurs, de 4 mois pour compter du 1er juillet 2013 pour satisfaire aux normes onusiennes. Ces troupes aideront à stabiliser les principales agglomérations du Mali et au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. C'est en considération de cet élan de solidarité que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des 115 votants. Contre l'insécurité alimentaire est opposé un plan de riposte. C'est le comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire qui le propose. Le plan vise la mise à disposition de céréales à la plus grande majorité des producteurs. Les ménages les plus vulnérables dans des zones défavorisées pourront bénéficier de semences à prix réduit. Sont essentiellement visées les régions du Sahel et du plateau central. Moumouni Soubega. Compte tenu du déficit de production que certaines provinces ont connu la campagne précédente, les besoins alimentaires se font sentir dans certaines localités du pays. Face à cette situation, des orientations ont été définies par le gouvernement pour riposter. À cette session du comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire, il est question de définir des modalités d'intervention. Nous avons des régions, par exemple, qui sont structurellement déficitaires, ou qui ont des difficultés. En tout cas, c'est notamment, par exemple, les régions du Sahel, les régions du plateau central, du centre-nord, voilà, qui concentrent véritablement, je dirais, 80% de nos zones structurellement déficitaires. Et cette période qui est difficile pour le monde agricole, et le monde rural, et le gouvernement essaie de faire en sorte que nous puissions mobiliser un certain nombre d'instruments d'intervention visant à soulager un tant soit peu donc, nos braves populations rurales et face à cette situation, à cette période de soudure. Dans ces combats contre l'insécurité alimentaire, de nombreux partenaires accompagnent le Burkina. Et pour les actions de riposte envisagées, ils seront encore au rendez-vous. L'Union européenne, il y a ECHO, il y a également le système des Nations Unies, opérateur important, notamment le PAM. Il y a la FAO, il y a OCHA aussi. Et il y a la France. Qui a un rôle un petit peu particulier puisqu'il est représentant de l'ensemble des partenaires. Voilà, et donc on a ce rôle d'accompagnement du gouvernement pour prendre des mesures de lutte contre l'insécurité alimentaire. Les actions du comité porteront également sur le redressement et la consolidation de la résilience pour environ 3 millions de personnes. L'agenda de la session prévoit une présentation de la cartographie d'intervention et la situation de la campagne agricole 2013-2014.
Et puis le bilan à mi-parcours du programme de renforcement de la gouvernance au cours de la première session de l'année. Il s'agira de faire le point sur les avancées et dégager la ligne à suivre. La rencontre fait aussi le point sur la mise en œuvre du projet TICAD. Les précisions dans ce reportage de Nyarkiteda. La première session ordinaire de l'année 2013 du comité de pilotage du programme de renforcement de la gouvernance va passer en revue les activités menées au titre de l'année 2012. Elle se veut également une tribune pour revenir sur le contenu et les objectifs du dit programme afin de permettre une bonne appropriation de l'organe par les nouveaux membres. Ce programme vise des objectifs qui sont aujourd'hui perçus comme des questions sensibles, c'est-à-dire la question de la gouvernance. Et comme vous le savez, la gouvernance, c'est l'ensemble des processus, des méthodes, des règles que les institutions mettent en œuvre pour pouvoir gouverner un pays. Certains programmes financés à hauteur de 10 milliards de francs CFA grâce au soutien du PNUD et qui couvrent la période 2011-2015. Et à la présente session, les membres vont passer au peigne fin la situation d'exécution des différentes sous-composantes à travers les plans de travail annuels. Il s'agit des sous-composantes gouvernance politique, gouvernance économique et gouvernance locale et administrative. Chacune des sous-composantes a fait l'état de mise en œuvre de ses activités au cours de l'année 2012 et il y a eu un document consolidé de l'ensemble de ces rapports. Le niveau il est assez satisfaisant parce que nous sommes à un taux d'exécution financier de l'ordre de 90% et un taux d'exécution technique de l'ordre de 80 et quelques %. À ces premiers rendez-vous des membres du comité de pilotage, au titre de l'année 2013, les plans de travail annuels révisés des sous-composantes gouvernance politique et gouvernance locale et administrative seront examinés et adoptés. La mise en œuvre du projet TICAD s'invite également à cette rencontre à travers une communication sur le sujet. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a rencontré les policiers de la commune de Ouagadougou au centre des échanges, la loi 27 relative à la fonction publique territoriale. Face à leur ministre de tutelle, les policiers ont exprimé des doléances afin que soient pris en compte certaines préoccupations spécifiques à leur corps. Sur la rencontre, le compte-rendu est signé de Adama Koulibaly. Un ministère entier à la décentralisation, l'État burkinabé montre ainsi l'importance qu'il accorde aux questions relatives aux collectivités territoriales selon le ministre Abel Toussaint Koulibaly. Et c'est pour justement présenter cette nouvelle vision aux agents des collectivités territoriales que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a rencontré les policiers municipaux de la commune de Ouagadougou. Les différentes conditions de vie et de travail des policiers étaient au cœur des échanges autour de la loi 07 qui régit la fonction publique territoriale. Par rapport aux préoccupations soulevées et aux réponses données, il faut dire que nous sommes très contents parce que présentement, il y a de l'espoir qui est né par rapport à notre carrière, par rapport à nos emplois. Il faut dire qu'à un certain moment, on doutait de l'issue, en tout cas de nos carrières. Et maintenant, avec tout ce que le ministère est en train de faire, nous pensons que les agents communaux vont avoir des carrières suffisamment bien structurées. Aux différentes préoccupations soulevées, le responsable du département en charge des collectivités a rassuré, apporté des réponses idoines basées sur la concertation. Il y a des pays qui n'ont pas accepté la création des polices municipales. Si au Burkina, les plus hautes autorités ont accepté la création des polices municipales et l'ont même soutenu, ce qui veut dire que nous allons nous donner les moyens de faire en sorte que ces polices municipales-là puissent agir et travailler dans des conditions acceptables. Les policiers municipaux attendent de cette série de rencontres dont la première a planté le décor. Ils souhaitent une harmonisation du corps au niveau des différentes communes du Burkina.
Et puis, les honneurs après le travail bien fait. Depuis 2010, le mouvement des associations de la ville de Ouagadougou a sa vitrine des reconnaissances. On y expose le mérite des associations qui œuvrent au mieux au développement de la ville. Cette 4e édition a récompensé une dizaine de promoteurs d'œuvres sociales. Le point avec Ismaël Diloma Sirima et Yarkiteda. Pour leur participation au développement de la ville de Ouagadougou, 8 leaders d'associations et promoteurs d'œuvres sociales sont salués pour leur engagement. L'œuvre est du mouvement des associations de la ville de Ouagadougou, MAVO, qui regroupe près de 300 associations. Nous sommes là pour promouvoir la solidarité, la citoyenneté, la culture de la paix et aussi la lutte contre la pauvreté. Et ça fait que ce qu'on a retenu, en tout cas, c'est vraiment le juste milieu. Nous savons que ces critères-là, ça ne peut pas tenir à 100% à tous les niveaux. Mais il y a des marges d'erreur. Pour cette 4e édition de la journée de reconnaissance, les nominés sont bien connus du milieu associatif pour leur combat au quotidien en faveur des actions pour l'émergence des associations. C'est un enthousiasme réellement affiché pour ma modeste personne de recevoir cette distinction au nom du mouvement des associations de la ville de Ouagadougou. Pour moi, j'estime que c'est une invite pour moi à persévérer et à pérenniser les actions sociales en vue de soulager un tant soit peu les personnes vulnérables. Le président d'IMAVO a déploré le contexte économique et social dans lequel s'est déroulée cette journée, à savoir les multiples contestations contre la vie chère. Il invite alors la majorité, l'opposition et le gouvernement à privilégier la voie du dialogue pour préserver la paix au Burkina Faso. Le Hadj 2013 a présenté sous tous ses angles le point sur l'état d'avancement de l'organisation. La présentation sommaire du comité de pilotage sont bien de sujets qui intéressent avant le départ vers le 5e pilier de l'islam. Ces points, le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque les a présentés à la presse. Les précisions dans ce compte-rendu de Amadou Marcelto et Sié Sylvestre Da. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque annonce 4400 visas accordés au Burkina par l'Arabie Saoudite pour l'organisation du Hadj 2013. 4400 visas qui se traduisent en nombre de places disponibles pour les musulmans burkinabés candidats au Hadj. Chaque pèlerin devra débourser la somme de 1 810 000 francs CFA. Au nombre des dispositions, il y a d'abord des dispositions au niveau des agences, donc la maîtrise des effectifs, la parfaite organisation dans l'encadrement des pèlerins, la réservation des hôtels à proximité des lieux de culte. Et au niveau des avionneurs, effectivement, nous avons recommandé le respect strict des programmes de vol aller et retour. Ethiopian Airlines et Colombe Airlines sont les compagnies désignées pour le transport des pèlerins qui se seront inscrits dans les 12 agences de voyage accréditées. Le comité rappelle que la date limite des inscriptions est fixée au 14 août 2013. Les prévisions des vols allés vont du 20 au 26 septembre 2013 sur Médine en Terre Sainte. Les vols de retour, eux, se feront du 24 au 30 octobre 2013. À l'endroit des pèlerins, je crois que cette année, le nombre de visas est limité, 4400. C'est moins que l'année dernière. Donc nous demandons aux pèlerins de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'inscrire à temps, parce que ce sont les inscriptions de dernière minute qui créent des désagréments. Le comité national de suivi du pèlerinage dit avoir tiré leçon des difficultés rencontrées dans l'organisation du Hadj 2012. Il rassure les fidèles musulmans que le Hadj 2013 s'effectuera donc dans de meilleures conditions. Voilà déjà 14 ans que le roi Mohamed VI du Maroc tient les rênes du royaume. La fête du trône, comme on l'appelle, a été célébrée avec faste au Maroc. Les Marocains du Faso, eux aussi, ont eu droit à leur part de festivités. Sous la présidence de l'ambassadeur du royaume au Burkina, la cérémonie a aussi fait le point des relations diplomatiques avec le Faso sur les festivités. Le reportage de Abdul Rasmane Zango. Chaque 30 juillet depuis 14 ans en 99, le roi Mohamed VI célèbre son accession au trône, communément appelée Fête du trône. Bien que loin des yeux de sa patrie, mais près du cœur, l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso se solidarise également à cet heureux événement. Le couple hôte caresse respectueusement du regard les nombreux invités de marque à leur arrivée. Ces personnalités amies du Maroc, dans une ambiance conviviale,
porte un toast avec l'ambassadeur qui, par ailleurs, dresse un bilan de l'anniversaire 14 et se prononce sur les relations entre le Burkina Faso et le Maroc. De 14 années de Sa Majesté Mohamed VI, on peut dire que les premières années déjà ont commencé par l'introduction de beaucoup de réformes à différents niveaux, économiques, politiques et sociaux. Ces réformes ne se sont pas arrêtées loin de là, ce qui a permis au Maroc d'être prêt quand il y a eu la grande vague des protestations et des contestations au sein de l'Afrique du Nord, des pays de l'Afrique du Nord. Le Maroc était déjà préparé et avait déjà lancé énormément de réformes favorisant une plus grande implication de la population dans les affaires. En ce qui concerne les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso, les relations sont excellentes depuis un bon nombre de décennies. Les deux parties ont une parfaite identité de vue, c'est-à-dire pas de nuages dans le ciel de la coopération maroco-burkinabé. Les relations entre le Burkina Faso et le Maroc se portent très bien. Les deux pays entretiennent d'excellentes relations qui couvrent plusieurs domaines, dont un des plus importants est celui de la formation, puisqu'il concerne l'homme. Les prochaines années verront l'élargissement des relations entre le royaume chérifien et le pays des hommes intègres à d'autres domaines, notamment l'urbanisme et l'habitat. On regarde à présent au carnet des activités du réseau des journalistes et communicateurs du Burkina. Le plan d'action du réseau couvre une période de 2 années, 2013 à 2015. Officiellement installée en février de cette année même, la nouvelle organisation entend apporter sa contribution pour l'atteinte des objectifs en matière d'éducation dans notre pays. Le point de la rencontre avec Nathalie Nabaloum Savadougou. Le RJCE Burkina, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'éducation au Burkina Faso, a choisi la voie d'une conférence de presse pour davantage se faire connaître et lancer ses activités. Il a invité ses consoeurs et confrères de la ville de Ouagadougou pour échanger sur son plan d'action 2013-2015. Nous voulons œuvrer avec les autres acteurs pour la promotion d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Nous voulons aussi prendre à bras le corps la mise en œuvre d'une politique nationale de l'éducation aux médias et à l'information, un concept qui est cher à l'ONU à travers sa structure spécialisée qui est l'UNESCO. Alors nous voulons contribuer également à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation au Burkina. Après le Bénin et le Togo, le Burkina Faso est le 3e pays en Afrique à abriter un tel réseau. Un réseau qui veut promouvoir l'éducation à travers les médias en Afrique. Pour atteindre vraiment ces objectifs que nous nous sommes fixés, il y a le domaine de la formation, comme je l'ai dit. Les journalistes et les correspondants seront formés sur les termes, les concepts des ministères en charge de l'éducation et des enseignements. Nous envisageons organiser une grande conférence avec les partenaires de l'éducation, surtout sur le concept d'éducation aux médias à l'ère du numérique. Installé officiellement le 28 février 2013, le RJCE Burkina est ouvert à tout journaliste et communicateur qui voudrait partager sa vision. Il a pour ambition d'étendre ses différents réseaux aux autres pays de l'UEMOA. Des élèves de la commune de Komsilga viennent de boucler un camp de vacances. Pendant 2 semaines, 80 enfants ont bénéficié d'encadrement de formateurs venus d'Europe. Le temps de la session, les tout-petits ont profité d'activités ludiques et éducatives. C'est la fondation Katiou qui a initié le camp. Le point avec Sié Sylvestre Da. 2 semaines de brassage entre jeunes européens et burkinabés se sont terminées par des moments d'émotion et de communion. Le camp vacances organisé par la Fondation Katiou est allé au-delà des simples activités ludiques pour embrasser les domaines de l'enseignement et de la formation physique et intellectuelle. Par rapport au ballet, au théâtre, ça permet aux enfants d'arriver à s'exprimer en public. Voilà, il y a d'autres qui étaient peut-être réservés, timides, qui n'arrivaient pas à parler même ou bien même à danser devant quelqu'un. Mais avec leurs camarades, ils arrivent à s'exprimer, ils s'amusent bien, ils sont épanouis. La cérémonie de clôture a donné l'occasion au public de découvrir les acquis de ces camps vacances. Ballet, sketch, récitation de poèmes, théâtre et matchs de football ont jalonné la soirée du samedi. Des prestations qui ont émerveillé le public. Ça ne fait qu'approfondir
la décentralisation dans la commune de Komsila. Nous prions Dieu pour qu'elle puisse au moins avoir la santé ainsi que l'approfondissement de leur fondation pour qu'elle puisse nous aider les prochains pas à venir. Première expérience réussie de la Fondation Katiou qui espère ainsi que ces 2 semaines auront permis aux enfants du Nord et du Sud d'acquérir des valeurs et des connaissances qui leur seront utiles à l'école et dans la vie. À la base, c'est se retrouver avec des enfants de la commune et il y a eu des enfants de 36 villages de la commune. Donc c'est les premiers de classe de chaque village qui ont été envoyés ici. Nous nous sommes retrouvés avec à peu près 80 enfants. Mais bon, nous avons pu gérer. L'année prochaine, ce sera peut-être différent. Il faut qu'on limite le nombre. Mais ça s'est très bien passé. On est très contents. Après avoir construit des écoles à 3 classes dans la commune de Komsiliga, la Fondation Katiou a en projet la construction d'un collège d'enseignement dans cette localité située dans le Kadiogo. Enfants musulmans et éducation aux médias, c'est donc sous le signe de la foi religieuse que s'est tenue la colonie de vacances de l'AUMB et du CERFI, 2 associations bien connues du cercle islamique. 2 semaines durant, les enfants ont appris sur les rudiments de la religion islamique. La colonie a vu la participation de près de 370 colons, Oumou Sissé et Sié Sylvestre Da. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 2 semaines pour apprendre les rudiments de la religion musulmane. Tout comme Abdul Latif Zungrana, ce sont plus de 300 enfants musulmans qui ont pris part à la colonie de vacances islamique. Des enfants qui, en 2 semaines, ont acquis les béabas de leur religion. On a appris avant l'invocation avant de sortir ce soir, l'invocation avant de rentrer dans les toilettes, l'invocation avant de se déshabiller, l'invocation avant de manger. Et là, on nous a montré des sourailles et beaucoup de choses. Je suis tellement contente de revenir l'année prochaine. Cette colonie de vacances islamiques s'est tenue sous le thème Enfants musulmans et éducation aux médias. Elle est à sa 24e édition. Selon les organisateurs, l'objectif est d'inculquer le savoir religieux aux enfants, montrer les avantages et les inconvénients des médias et l'emprise qu'ils peuvent avoir sur les tout-petits. La colonie de vacances islamiques est organisée par l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina AIMB et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. En ce mois béni de Ramadan, c'est par des bénédictions que les enfants se sont donné rendez-vous pour la prochaine édition en 2014. Finir l'année académique en chantant, pas étonnant, l'initiative vient de la chorale de l'Université Saint-Thomas d'Aquin. Elle s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du FESTA, c'est le festival de chorale de l'université. Nuit de louanges et d'adoration, elle s'est tenue sous le haut patronage de Monseigneur Jean-Marie Compaoré et de Nathalie Sommet, chargée de communication au Conseil supérieur de la communication. Le FESTA 2013 vise à hisser la culture au-delà des murs de l'espace universitaire. Amadou Marcel Tau, Abdul Rasmane Zongo. Chants, prières et adorations ont été les moments forts du festival Saint-Thomas d'Aquin Festa 2013. Vous savez, aujourd'hui, il y a le laisser-aller. Il faut un idéal pour les jeunes. Il faut cultiver des idées nobles pour les jeunes. C'est dans ce sens que nous avons voulu promouvoir ce festa-là, le festival Saint-Thomas d'Aquin. À ce festival, l'université Saint-Thomas d'Aquin pouvait compter en plus de sa chorale sur la sœur Nicole Kabouri, la chorale Sainte-Thérèse de la Rotonde, le groupe Alliance et le chantre ivoirien Marc Roland. Tu veux pousser les cris de joie, la gloire, possible. Est-ce qu'on peut chanter ça, s'il te plaît? C'est très beau. Un de mes amis dirait que c'était propre. Hein? Vraiment, et à travers toute cette prestation, et voyant vraiment toute cette l'enthousiasme et cette jeunesse tout à fait vraiment acquise, j'allais dire à la cause de Dieu. Ça fait 5 ans que ça dure cette aventure, je l'ai dit, c'est une aventure qui n'est pas facile, elle est très exaltante, mais elle n'est pas non plus sans difficulté. Donc au fur des années, et le festival prend de l'ampleur et en même temps aussi nos besoins augmentent. Si vraiment j'ai un souhait aujourd'hui, c'est de demander aux sponsors de s'intéresser à ce genre d'activité
parce qu'en même temps que nous chantons, nous prions 2 fois. Cette 5e édition du Festa est une occasion pour l'USTA de marquer la fin de l'année estudiantine et de promouvoir la culture au sein de la société. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Voilà, une fin de journal en chanson. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.